Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi la diversification est si importante en matière d'investissement. Pourquoi se diversifier? Comme le dit l'adage, un investisseur digne de ce nom ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que les différents actifs ne performent et ne sous-performent pas tous au même moment. Vous pouvez très bien avoir par exemple à un instant T les cryptos au plus bas et l'or qui s'apprécie. Vous pouvez avoir l'immobilier au plus bas et la bourse qui atteint des sommets. Donc ça, c'est un argument important qui milite pour la diversification de son patrimoine. Mais au-delà, il n'y a pas d'indépendance financière sans solution antifragile. Une solution antifragile, ça consiste à ne pas dépendre d'un État, d'une langue et d'une classe d'actifs. Parce que si vous faites ça, c'est exactement comme si vous étiez en prison, prison dont vous avez vous-même construit les murs. Et par ailleurs, le fait de mixer les actifs rémunérateurs mais risqués et les actifs peu risqués mais peu rémunérateurs permet d'obtenir un ratio bénéfice-risque optimal selon votre profil d'investissement. C'est-à-dire qu'il faut bien voir les taux d'intérêt comme une rémunération du risque. Si le livret A n'est rémunéré qu'à 3%, c'est parce que c'est un actif très peu risqué. A contrario, si certains produits de private equity sont rémunérés à 10-15%, c'est parce que le risque derrière est très élevé. Ensuite, un autre pilier de l'investissement, c'est la diversification géographique, qui consiste à investir dans différents pays, différentes régions du monde, différents continents, mais aussi à utiliser les moyens technologiques modernes. Donc ça va être les applis, par exemple, pour créer un compte titre ordinaire chez un broker en ligne qui va vous permettre d'acheter des actions et des ETF du monde entier. Ça va être aussi la blockchain, qui va permettre d'investir dans l'immobilier fractionné dans n'importe quelle région du monde, potentiellement, y compris celle où vous ne résidez pas. Mais ceci étant dit, il convient quand même de privilégier les pays de l'Occident collectif, donc les pays occidentaux et ceux qui, sans être des pays occidentaux, sont rattachés politiquement, comme le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, etc. Et aussi les pays qui sont, entre guillemets, bien avec tout le monde. Par exemple, la Turquie, qui a de bonnes relations avec l'Est, avec l'Ouest, ou l'Inde. Et enfin, bon, attention quand même à l'immobilier dans les marchés dits exotiques. C'est-à-dire que si jamais vous allez en Thaïlande pour y passer vos vieux jours, ne vous précipitez pas pour acheter un appartement dans un condo dès votre arrivée. Vous ne connaissez pas le marché local. Donc, il est quand même préférable dans un premier temps de louer via Airbnb pour se rendre compte de la qualité du bâti, discuter avec des expatriés, comparer les offres, et au moment de passer à l'action, passer par un avocat qui défendra vos intérêts. Mais partez du principe que vous n'achèterez rien la première année. La diversification, c'est aussi la diversification des classes d'actifs. C'est-à-dire que vous pouvez investir dans la bourse, actions, obligations, ETF, dans les crypto-monnaies, Bitcoin, mais aussi les altcoins, les métaux précieux, l'or et l'argent, l'immobilier, que ce soit l'immobilier physique ou ce qu'on appelle la pierre papier. Donc si vous voulez en savoir plus sur la pierre papier, je vous invite à aller voir ma vidéo immobilier versus pierre papier, quel est le meilleur investissement. Vous avez également les valeurs mobilières, ce qu'on appelle les OPCVM, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, qui sont une bonne solution pour les gens qui ne veulent pas forcément boursicoter, comme on dit, c'est-à-dire créer leur compte titre et administrer eux-mêmes leur portefeuille. C'est-à-dire que l'OPCVM va investir dans des actions, dans des devises, dans des produits dérivés, pour vous. Donc ça peut être aussi une solution. Après, il y a aussi la question des liquidités. Pensez à les faire travailler. Parce que trop de gens laissent des sommes importantes sur leur compte courant. C'est quand même un peu dommage, surtout que en France, il n'y a pas de système de cashback sur les cartes bancaires, contrairement aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, plus vous dépensez, plus vous avez du cashback. En France, c'est pas le cas. Donc, même si vous mettez votre argent sur un livret A à la papa à 3%, ça sera toujours mieux que rien. Bon. Et enfin, bah, vous avez aussi la possibilité d'investir sur vos passions. C'est-à-dire que si vous préférez les actifs tangibles, que vous n'aimez pas trop la bourse et les cryptos, ce qui peut se comprendre, imaginez si vous êtes par exemple un bagnolard, vous aimez les voitures,
Vous pouvez très bien investir dans un véhicule pas forcément très cher, mais qui sort de l'ordinaire, que vous aimerez rouler, et qui a un potentiel de plus-value, qui vous permettra de faire une plus-value le jour où vous le revendrez plusieurs années plus tard. Ça peut permettre de joindre l'utile à l'agréable. La diversification passe aussi par les devises, c'est-à-dire qu'aucune devise fiat n'est totalement fiable sur le long terme. Une devise fiat, c'est une devise fiduciaire, dollar américain, euro, yen, etc. Par exemple, le dollar US a perdu 97% de sa valeur depuis le début du XXe siècle. Alors, ce qu'on peut faire pour se diversifier, c'est tout simplement d'ouvrir un compte rémunéré en USD ou en livres sterling très facilement auprès de banques en ligne, comme Revolut ou Wise par exemple. Il y a également Swissquote qui permet d'ouvrir un compte en francs suisses. Et ces banques permettent aussi, au-delà du compte rémunéré, d'ouvrir un compte courant dans quasiment n'importe quelle devise. À tout le moins, elles prennent en charge plusieurs dizaines de devises. Alors simplement, il convient de déclarer ces comptes à l'étranger, au fisc si vous êtes résident fiscal français. Si vous ouvrez un compte Revolut aujourd'hui en 2024, vous aurez un IBAN en FR, donc pas besoin. Si vous ouvrez un compte chez Wise, vous aurez un IBAN en BE, donc vous devrez le déclarer, même si c'est Belgique, donc Union Européenne, vous devez le déclarer quand même. Et Swissquote, vous aurez un IBAN en CH, Suisse, donc vous devrez le déclarer aussi. Après, il est aussi important de se diversifier au sein d'une même classe d'actifs. Donc ça va être par exemple sur les ETF, on va pouvoir acheter des ETF qui répliquent des actions, des ETF qui répliquent des obligations, donc par exemple les ETF Corporate Bonds, qui concernent des obligations d'entreprise du S&P 500. Ça peut être aussi ce qu'on appelle les ETC, qui sont relatifs aux métaux précieux, etc. Sur les actions, sur votre portefeuille d'actions, vous pouvez investir dans ce qu'on appelle les REIT, les foncières cotées, le secteur de la finance, par exemple la banque assurance, l'énergie, compagnie pétrolière, la consommation courante, le secteur médical, par exemple les laboratoires pharmaceutiques, et les technologies, donc les entreprises du Nasdaq par exemple, telles que les GAFAM. Pour l'immobilier locatif, vous pouvez très bien mixer du meublé long terme, idéalement sous statut LMNP, loueur en meublé non professionnel, pour neutraliser ou quasiment neutraliser votre imposition. Faire aussi en parallèle du meublé court terme avec Airbnb. Si vous êtes dans une zone très touristique, vous savez que vous aurez un bon taux de remplissage. Et vous pouvez aussi faire de la location nue, donc non meublée, même si c'est fiscalement moins intéressant. Alors bien évidemment, tout ça n'est pas un conseil en investissement, c'est juste pour illustrer l'importance de la diversification au sein même d'une classe d'actifs. Si je prends par exemple les SCPI, vous avez intérêt à investir dans plusieurs SCPI, puisqu'aujourd'hui, il en existe quand même un certain nombre qui sont très sérieuses et qui servent des bons dividendes. Donc autant lisser le risque, puisque chaque investissement, de toute façon, comporte sa part de risque, et investir dans plusieurs SCPI. Pour l'immobilier fractionné, c'est pareil. Je prends l'exemple de Realty. Si vous avez 50 tokens à investir, autant investir 10 tokens dans 5 immeubles différents plutôt que mettre vos 50 tokens sur un immeuble. La raison, c'est que en cas de vacances locatives, vous ne percevez pas les loyers, enfin la fraction de loyer qui correspond à votre token, et donc vous avez quand même intérêt à investir dans plusieurs immeubles stratégiquement. Et enfin, en bonus, même si ça ne concerne pas spécifiquement l'investissement, il y a la diversification des moyens de paiement. C'est-à-dire qu'actuellement, on a le drama des Jeux Olympiques de Paris, sur le fait que le CIO, le Comité international olympique, a un partenariat exclusif avec Visa, ce qui prive donc les gens qui ont seulement une Mastercard de leurs moyens de paiement. Alors à ça, quand même deux observations. Le partenariat exclusif entre le CIO et Visa dure depuis 40 ans. Donc c'est pas nouveau, le problème a déjà été identifié. Et au-delà, ça pose la question, pourquoi n'avoir qu'une carte bancaire en 2024? Imaginez que demain vous partez en vacances en Malaisie, vous avez une seule carte bancaire, cette carte est avalée par un ATM à Kuala Lumpur, un distributeur, vous faites quoi?
Alors après, si vous avez simplement une Visa, vous pouvez très bien ouvrir un compte gratuitement chez N26, la banque en ligne qui travaille avec Mastercard, et vous aurez deux cartes, hein. Ça vous coûtera seulement quelques euros de frais de port. Avec un compte standard, vous n'avez pas de frais mensuels. Inversement, si vous avez juste une Mastercard, vous pouvez très bien ouvrir un compte chez Wise en ligne. Pareil, c'est gratuit, quelques euros de frais de port, et vous aurez une Visa en plus de votre Mastercard. Vous voyez. Donc c'est vraiment un faux problème qui est utilisé par certains influenceurs pour faire des vues, mais réellement, diversifier ses moyens de paiement n'est franchement pas compliqué en 2024. Et quand je parle de diversification, évidemment, je ne parle pas des chéquiers, qui sont encore assez utilisés en France, mais bon, voilà, faut passer à autre chose hein, à un moment donné. Et enfin, bah, on a les cartes crypto, les fameuses cartes crypto, donc notamment la carte Nexo, la carte Binance. Ceci n'est pas un placement produit, mais c'est simplement pour illustrer le fait que certains exchanges, certaines bourses crypto, effectivement, proposent des cartes de paiement qui sont corrélées au réseau bah, que je viens de citer, Visa et Mastercard. Simplement, faites attention avec ces cartes, puisque en réalité, quand vous payez avec une carte crypto, vous payez pas réellement en crypto. Vous la chargez avec le plus souvent des stablecoins, donc des crypto-monnaies qui sont adossées par exemple à du dollar US, l'USDC, le DAI, l'USDT, pour ne citer que. Et au moment où vous allez payer chez le commerçant, le système va convertir vos stablecoins en monnaie fiat, la monnaie fiat du pays dans lequel vous vous trouvez. Or, si vous êtes résident fiscal français, le fait de convertir une crypto en monnaie fiduciaire, en monnaie fiat, c'est le fait générateur de l'impôt. Ça veut dire qu'en fin d'année, vous allez avoir le plus grand mal à calculer vos plus-values à déclarer au fisc si vous avez passé votre année à payer avec vos cartes crypto. Donc, à moins d'être résident fiscal dans un pays qui ne taxe pas les crypto-monnaies, il y en a, c'est quelque chose que je déconseille personnellement, à tout le moins que je n'utilise pas. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous. Ça prend une seconde et ça m'aide beaucoup. Vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à la prochaine.